Merci d'avoir choisi France 5 en ce début d'après-midi. Une hyper-émotivité envahissante, une difficulté à gérer sa colère, des comportements impulsifs, parfois dangereux, avec des automutilations, des tentatives de suicide. Voici quelques-uns des symptômes du trouble de la personnalité borderline, appelé aussi état limite. Une pathologie difficile à cerner et à diagnostiquer. Et qui concernerait pourtant 2% de la population, ce qui est loin d'être négligeable, majoritairement des femmes. Quelles sont les causes de ce trouble borderline? Quels sont les traitements aujourd'hui disponibles? Pour en parler, deux spécialistes, le professeur Bernard Granger, bonjour. 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 Vous êtes psychiatre, responsable de l'unité psychiatrie adulte du pavillon Tarnier de l'hôpital Cochin à Paris, co-auteur avec Daria Karaclik de ce livre, Les Borderline. Ça vient de paraître en poche chez Odile Jacob. Et puis avec nous également Pierre Nanta, bonjour. 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 Psychothérapeute spécialiste du trouble borderline et président de l'AFORPEL, l'Association pour la formation et la promotion de l'état limite. Alors Annie nous demande si l'hyperémotivité, est-ce que c'est toujours symptomatique d'un problème psy et quand tirer la sonnette d'alarme? Alors l'hyperémotivité, quand elle atteint le degré qu'elle atteint chez les patients borderline, c'est effectivement une difficulté parce que ce sont des colères terribles ou ce sont des moments d'accablement, de tristesse ou de grande susceptibilité. Mais en soi, d'être émotif n'est pas une maladie. Et l'hyperémotivité ne suffit pas à définir le trouble borderline. C'est un trouble qui n'est pas facile à définir parce que tous les symptômes peuvent se retrouver dans d'autres pathologies et tous les symptômes, s'ils sont peu intenses, peuvent se retrouver même chez des personnes qui sont indemnes de tout trouble. Alors, pardon. Justement, c'est la question de Christine qui nous dit comment reconnaître un borderline. Quels sont les... Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de symptômes avant qu'on puisse établir le diagnostic? À peu près, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de borderline. Il y a des borderline light, c'est-à-dire des personnes qui ont des colères, qui ont des comportements agressifs, auto-agressifs. Et puis il y a des borderline un peu plus difficiles, qui sont plutôt des clients du professeur Granger, qui eux portent atteinte à leur jour et ont une grosse problématique d'intégration dans la société. On peut très bien être borderline et avoir un boulot et travailler normalement, et puis avoir une vie normale. Et puis il y a des gens qui sont tellement dépassés par leurs émotions, qui ont une problématique relationnelle importante. Ceux-là sont sont désocialisés, on va dire. Et si on parle de borderline, d'état limite, ça veut dire qu'on est entre le normal et la maladie psychiatrique ou la psychose. C'est quoi ce terme? Alors ce sera un peu long à vous expliquer, mais c'est vrai que la dénomination n'est pas très heureuse. Parce qu'au départ, c'était des considérations psychopathologiques. On disait les borderlines sont d'aspect névrotique, mais parfois ont des symptômes psychotiques. Mais tout ça, c'est technique, je dirais, et c'est dans le cadre de la psychanalyse principalement. Mais actuellement, c'est envisagé au-delà des cercles psychanalytiques. Et il faut concevoir ça comme un trouble de la personnalité, de même qu'il y a la personnalité paranoïaque, la personnalité obsessionnelle. On n'a pas trouvé de terme qui soit meilleur. Mais c'est vrai que dans le langage courant, borderline, on l'utilise à tout bout de champ pour tout un tas de situations. Donc là, c'est borderline au sens technique de la psychiatrie, mais c'est un trouble de la personnalité. Donc ce sont des traits et des comportements qui sont chez un patient de façon relativement chronique. Souvent, ça débute à l'adolescence, parfois à la fin de l'adolescence, parfois même dans l'enfance. Et ce qui caractérise le mieux, je crois, le trouble borderline, c'est de dire que c'est une absence de structuration de la personnalité. Alors, comment ça se traduit après? Une personnalité immature? Alors, une personnalité immature, c'est une personnalité qui est structurée, mais qui reste à un mode infantile. Là, c'est une personnalité qui est mal structurée. Alors, ça se traduit par une hyperémotivité, par une grande instabilité, par de l'impulsivité, par des conduites dangereuses. Pour elle? Pour soi, surtout pour autrui également. Et ces conduites dangereuses font le risque de ce trouble, puisqu'on considère qu'il y a 10 à 15% des patients atteints de troubles borderline qui meurent par suicide. Et souvent, ils arrivent dans les services de psychiatrie après une tentative de suicide.
ou plusieurs, parce que quand il y en a une, souvent elle est suivie d'autres tentatives de suicide. Et ça se traduit aussi par de grandes difficultés dans les relations avec les autres. Alors Antoine nous dit bipolaire et borderline, est-ce que c'est la même chose? Et j'ajouterais, parce que souvent dans les conversations comme ça, presque de café, j'allais dire, on dit aussi borderline et schizophrène. Parfois on mélange les deux. Alors est-ce que ce sont les mêmes formes de maladie? Non, alors le trouble de la personnalité borderline et la schizophrénie, c'est assez différent. Encore que exceptionnellement, dans le trouble de la personnalité borderline, il puisse y avoir des moments, mais limités dans le temps, de délire ou d'hallucination. C'est relativement rare, mais ça peut arriver, ça fait partie des critères diagnostiques. Là où c'est plus complexe, c'est pour différencier le trouble de la personnalité borderline du trouble bipolaire. Parce que dans le trouble de la personnalité borderline, l'humeur est très fluctuante, très instable, mais en général au sein de la même journée, d'un instant à l'autre. Le trouble borderline peut aussi se compliquer d'états dépressifs profonds. Il y a chez les patients atteints de trouble borderline une angoisse qui est toujours plus ou moins présente et une dépressivité qui parfois s'exprime de façon très intense. Dans le trouble bipolaire, les périodes d'excitation, de dépression sont plus délimitées, mais certains patients ont les deux. C'est-à-dire qu'ils ont un trouble de la personnalité, borderline, et parfois des fluctuations d'humeur qui correspondent au trouble bipolaire. Donc, faire des diagnostics, comme je dis souvent, c'est un métier. Donc il faut... Là, c'est le psychiatre qu'il faut... Chaque patient est différent, il faut évaluer les choses, mais... autant pour différencier borderline schizophrène, c'est facile, autant bipolaire borderline, il peut y avoir des chevauchements. On va écouter un témoignage dans un instant, on répond encore à cette question. Est-ce que le chantage affectif est très souvent utilisé par les personnes borderline, et si oui, comment réagir? En sachant qu'il y a ce risque, par exemple, suicidaire notamment. Oui, il y a beaucoup de chantage affectif chez les borderline. Il y a beaucoup de personnes également qui poussent l'autre dans ses derniers retranchements. L'objectif étant toujours de tenir l'autre sous sa coupe. Parce que la peur essentielle du borderline, c'est l'abandon. C'est la peur de l'abandon. La carence affective est un des éléments essentiels de ce trouble-là. Et donc, il y a toujours du chantage. C'est du style, si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne m'aimes pas et alors, si vous voulez, ça vient. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à la fois, recherchent la relation fusionnelle et qui, en même temps, vont étouffer dans la relation fusionnelle. Alors, c'est toujours Mais alors, comment le proche peut réagir, sachant quand même qu'il y a ce risque éventuellement suicidaire? C'est une question. Comment communiquer avec une personne borderline en crise? Alors, justement, ça, c'est l'objet de la FORPEL, c'est-à-dire que nous organisons régulièrement... Association pour la formation et la promotion de l'état limite. C'est cela, oui. On organise régulièrement des groupes de parole parce que les proches de borderline, que ce soit le conjoint, que ce soit les parents, ont beaucoup de problèmes pour gérer un borderline avec eux, et donc ils ne savent pas quoi faire. Et lorsqu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils parlent, ils arrivent à comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls. Et à partir du moment où le borderline sait que son entourage comprend son trouble et connaît son trouble, bien, ça va tout de suite beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on ne tombe plus dans les pièges. On va écouter un témoignage. Personne n'a voulu venir témoigner sur ce plateau à visage découvert. C'est un peu compliqué de parler de cette maladie. Notre équipe est allée recueillir le témoignage de Marie, qui a 58 ans, qui nous a raconté à visage caché la souffrance liée à la maladie et comment elle a appris peu à peu à gérer cette maladie. Marie Guyot et Claude Pavlec l'ont rencontrée. Une fois derrière la gare du Nord, il y avait un type immense, énorme, avec les yeux explosés de drogue, qui commence à m'insulter. J'étais avec mon mari. Et ben, le type, je me suis mise devant lui, je me suis mise à l'engueuler, qu'il allait me parler sur un autre ton. C'est-à-dire que tous les gens, parce que quand même dans Paris, des gens dingues, on en rencontre, et ben, tous les dingos, je m'énervais contre eux. Cette hypersensibilité, ces colères exacerbées, ce sont des symptômes du trouble borderline. Marie a 58 ans, elle en souffre depuis l'adolescence. Vers 17 ans, j'ai commencé à avoir des sensations très bizarres. Par exemple, je marchais dans la rue et j'avais l'impression que je marchais dans un décor. Que j'avais aucune relation avec les gens.
ou alors j'avais l'impression que l'air que je respirais, cet air était bon pour tout le monde, mais pas pour moi. Perturbation de l'identité, instabilité de l'humeur, sentiment chronique de vide, les symptômes de cette maladie sont variés. J'avais une intolérance à la frustration. Je devenais folle dès qu'il y avait une injustice. J'étais hypersensible, mais à un point délirant. Je piquais des colères terribles. Je me donnais des coups de tête dans les murs parce que bizarrement, ça me soulageait. Ça m'anesthésiait la souffrance psychique. Comme la majorité des personnes atteintes de troubles borderline, Marie a connu des abus et des carences affectives dans l'enfance. Ma mère, elle avait une éducation très rigide. Elle me filait des coups de martinet et aussi elle me faisait mettre à genoux tout le temps, seulement parce que j'étais maladroite en réalité. Elle disait tout le temps que tu es méchante, que tu es méchante. À 17 ans, mon père a essayé de me tuer, il a essayé de m'étrangler. J'ai échappé de justesse parce qu'il était très alcoolisé et qu'au dernier moment, je pense, j'ai eu un sursaut de vie. Je l'ai mordu très fort et j'ai pu échapper dans la nuit. À partir du moment où j'ai vu qu'il était capable de me tuer, j'ai fermé ma gueule, quoi. Forcément, j'allais très très mal. Je vivais avec ce traumatisme tout le temps, j'avais honte. Voilà, c'est ça, j'avais honte. Tentative de suicide, hospitalisation. En 30 ans, Marie voit une vingtaine de psys. Mais aucun mot n'est mis sur la maladie. C'était horrible, je savais pas ce que j'avais. Je connaissais personne comme moi. J'avais l'impression d'être complètement taré. Hein. Parce que forcément, quand je pétais un plomb, que je me tapais la tête contre les murs, que je piquais des colères pas possibles, je me disais, je suis folle, je suis complètement folle. En lisant un article sur les borderline, Marie se reconnaît. Elle contacte l'hôpital Tarnier à Paris, l'un des rares lieux en France dédiés aux troubles de la personnalité limite. Depuis 2 ans, Marie s'y rend chaque semaine pour assister à des groupes de parole et des séances de psychoéducation. Grâce au groupe, grâce à ma thérapie individuelle, j'ai fait le lien entre le terme de borderline et puis tout ce passé très lourd que je traîne. Et aujourd'hui, je ressens le sentiment d'injustice, mais j'arrive à faire avec, à accepter que la vie, elle est injuste. Et des fois, il faut faire avec l'injustice. Je suis une borderline en voie de guérison. Il faudra peut-être encore quelques années, hein. C'est long. Mais je pense que je vois l'avenir bien. Et pour obtenir des informations, trouver un thérapeute formé à cette maladie, vous l'avez bien compris, complexe. Vous pouvez contacter donc la Forpel, l'Association pour la formation et la promotion de l'état limite, sur aforpel.org. Quand on entend Marie, on se dit qu'elle a vu plein de psychiatres avant que le diagnostic soit fait. Il y a un retard au diagnostic fréquent chez ces patients. Oui, parce que d'abord, les psychiatres, les psychothérapeutes et les psychiatres sont, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Granger, pas formés ou très peu formés à ce trouble, qui est difficile. En plus de ça, si vous voulez, c'est un trouble qui est très très difficile de prendre en charge. Ce sont des patients difficiles, bruyants au sens où ils viennent pas. Un jour ils vous aiment, un jour ils vous détestent. Donc, si vous voulez, pour les soignants, c'est très très difficile. Donc, ça m'étonne pas, si vous voulez, qu'elle soit passée de psychiatre en psy, de psy en psy. Je crois que c'est ça qui est compliqué. Et puis alors, il y a des gens maintenant qui font beaucoup d'autodiagnostic, hein. C'est-à-dire qu'il faut se méfier aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va répondre à un questionnaire sur Internet qu'on est automatiquement borderline. Et je crois On a bien compris que c'était plus complexe que ça, le diagnostic. Voilà. Mais c'est vrai que la problématique... Alors ça va de beaucoup mieux, hein, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des centres comme l'hôpital Tarnier. Mais très peu encore. Hein. Il y en a combien en France, des centres comme le vôtre? D'hôpitaux de jour en région parisienne, je crois qu'il y en a 3 seulement, alors que c'est une pathologie fréquente. Ouais. Et une fois que le diagnostic est fait, ça apporte un soulagement, parce que les patients ont souvent l'impression d'être les seuls atteints de ce trouble. Ils s'aperçoivent que c'est quelque chose qui est connu, qu'on sait diagnostiquer, qu'on sait traiter, qu'il y a des équipes qui sont spécialisées dans la prise en charge de ces patients, des équipes ou des psychothérapeutes individuels, parce que c'est la psychothérapie individuelle qui est un des éléments ou l'élément clé du traitement. Et aussi, un autre phénomène, c'est que souvent, les psychiatres n'osent pas, ils savent, ils ont fait le diagnostic eux-mêmes, mais n'osent pas
le dire pour diverses raisons. Alors que de mon point de vue, c'est une bonne chose de le dire parce que ça soulage l'entourage, ça soulage le patient et ça permet d'amorcer un traitement de façon bien plus rationnelle. Et Nora demande, y a-t-il des traitements et lesquels? On a entendu bien sûr parler de la psychothérapie, bien sûr. À mon avis, la psychothérapie, c'est le premier traitement. Quand on est borderline, je pense que les médicaments peuvent aider, mais c'est pas la panacée. Ça aide à traverser des caves difficiles éventuellement. Voilà. Exactement. Le traitement psychothérapeutique est le traitement qu'il leur faut, avec un psychiatre ou un psychothérapeute qui connaît le traitement. Et ce qui est très intéressant, c'est que on peut dire qu'un borderline, on en guérit le trouble. C'est une question, si on peut guérir. On en guérit. On restera, si vous voulez, toujours avec beaucoup d'émotions. On ne va pas transformer des borderline en Robocop. Ils resteront toujours émotifs, mais ils géreront bien leurs émotions et au contraire, ça fait des personnes particulièrement agréables qui réussissent dans pas mal d'endroits, notamment tout ce qui est métier artistique ou les métiers de la communication, les métiers du social. Mais quand vous dites on en guérit, à condition de poursuivre sa psychothérapie toute sa vie? Non, je vous rassure. Moi, on me pose souvent la question, moi ça fait 15 ans que je vois des patients borderline. La cure, entre guillemets, avec des borderline, j'allais dire, qui se prennent en charge, qui sont socialisés, dure au maximum 2 ans, 2 ans et demi. Et la place des médicaments, vous disiez? Alors, la place des médicaments est réelle, mais elle n'est pas essentielle. Il n'y a pas de médicaments du trouble borderline, mais dans les moments de profonde dépression, il faut aider le patient. Il y a aussi des régulateurs de l'humeur qui, parfois, atténuent cette fluctuation très pénible pour les patients. D'un moment à l'autre, ils se sentent très gais, très tristes. Des anxiétés, enfin, toutes les classes de psychotropes peuvent être utiles à un moment ou à un autre. Mais le point fondamental, c'est la psychothérapie. Et à partir du moment où la personne entretient une relation avec un thérapeute qui s'inscrit dans la durée, on sait très bien que, par exemple, les tentatives de suicide diminuent et que c'est le marchepied vers l'amélioration. Et ce sont des patients difficiles à prendre en charge parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont impulsifs. Ils voient tout blanc ou tout noir, et donc il faut leur offrir, il faut avoir soi-même une bonne connaissance de la maladie et leur offrir ce qu'on appelle une relation correctrice, c'est-à-dire ne pas reproduire soi-même ce qu'ils vivent avec les autres, c'est-à-dire de supporter qu'ils soient en colère, d'être strict, mais d'être en même temps souple. Enfin, c'est tout un art, et une fois que un lien s'est établi, on sait que ça va aller mieux. Oui. Alors, parmi ces psychothérapies, on nous parle de la thérapie comportementale et cognitive et de l'EMDR qui, d'après ce téléspectateur, fonctionne sur ce trouble. Pourquoi ces traitements ne sont-ils pas ou peu pris en charge? Et il précise que les centres médico-psychologiques les proposent peu. D'abord, le MDR n'est pas un traitement. C'est un outil qui est utilisé lorsqu'on se retrouve devant des personnes borderline suite à un gros traumatisme. Mais on ne peut pas soigner quelqu'un en 3 ou 4 séances de MDR. Le MDR, c'est un outil qui consiste à utiliser le mouvement des yeux. C'est ça, exactement. Pour retravailler sur des souvenirs qui ont été mal stockés par le cerveau. C'est ça, exactement. Très basique. C'est ça. Alors que la psychothérapie, si vous voulez, le cognitivo-comportemental ou même dialectico-comportemental est une thérapie qui fonctionne sur une notion de contrat. C'est-à-dire que le patient borderline, et c'est ça qui est très intéressant, lorsqu'on a réussi à créer avec lui une alliance thérapeutique, on va avancer ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sachant qui est le psychothérapeute ou le psychiatre et le patient. C'est un duo, c'est une équipe. Et c'est comme ça qu'on y arrive, parce que je veux dire que on voit un patient une fois par semaine, entre chaque séance, il peut se passer plein de choses. On demande si les personnes borderline sont conscientes que leur entourage est souvent désemparé. Oui, alors au moment des crises, non, parce que là, c'est dans le feu de la colère ou des difficultés relationnelles. Mais après coup, souvent, il y a des sentiments de culpabilité ou la conscience qu'effectivement, les proches peuvent souffrir. Mais le borderline explique qu'il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher d'adopter tel ou tel comportement. C'est l'impulsivité qui est une des grandes caractéristiques de cette maladie. Est-ce que c'est souvent associé à des addictions ou pas, prise de produits?
Oui, alors la mise en danger passe par soit des tentatives de suicide, soit les scarifications, souvent quand il y a une décharge anxieuse très forte, mais aussi des conduites à risque, que ce soit des conduites sexuelles à risque ou alors des prises de toxiques. Sylvie demande s'il est vrai que les personnes atteintes de ces troubles peuvent se stabiliser vers l'âge de 40 ans, et si oui, pourquoi? De manière spontanée. Spontanément, sans traitement. Sans traitement, je ne suis pas sûr, mais Alors, bon. c'est vrai que les observations tendraient à montrer qu'avec le temps, vers 40, 50 ans, la symptomatologie est moins bruyante. Elle apparaît à quel âge, cette symptomatologie? On n'en a pas parlé. En général, à l'adolescence. Et certains disent même ce n'est pas un trouble de la personnalité, c'est une maladie qui a un début, un milieu et une fin. C'est très difficile de trancher parce qu'il faut faire des études sur le long terme, mais il y a beaucoup de troubles mentaux pour des raisons complexes, sociologiques, biologiques, qui, à partir de 50 ans, sont moins apparents. Mais Chez les femmes, pour des raisons hormonales ou pas? On n'en sait rien. Pas nécessairement, parce qu'on dit à l'inverse que pour des raisons hormonales, il y a des maladies qui apparaissent à la ménopause. Mais pourquoi plus de femmes que d'hommes, ça on sait, puisqu'on évoque la question? Alors, on ne sait pas bien, mais il y a d'autres pathologies qui sont approchantes, comme les personnalités antisociales, qui est un autre trouble de la personnalité, où là, la proportion est inverse, et où il y a aussi cette impulsivité. Et donc, il se peut que chez l'homme, ça se manifeste plus sous la forme de personnalité antisociale ou psychopathique, et chez la femme, de personnalité borderline. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Alors, merci beaucoup. J'ai rajouté, je reprécisais la façon dont on peut se renseigner, en savoir plus. Professeur Bernard Granger avec Daria Karaclik, les borderline, c'est chez Odile Jacob en poche, et votre association Pierre Nantat, aforpel.org. Évidemment, vous retrouvez ça sur allodocteur.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour l'explication. Demain, on répondra à vos questions sur le cancer du col de l'utérus, un cancer qui tue toujours 1000 femmes tous les ans dans notre pays. Et puis un appel à témoins sans aucun rapport. Oui, très léger celui-là. Mesdames, si vous êtes adepte de la Zumba, vous avez été obligé... Vous faites de la Zumba, Marina? Non. Non? Peut-être essayer. Si jamais vous avez été obligé d'arrêter ce sport à cause de problèmes avec votre périnée, nous recherchons des témoignages. Donc Zumba et périnée, il faut nous contacter au 01 58 88 85 21. Je pense qu'on peut trouver d'autres sports que la Zumba si on a un problème de périnée. Enfin, appelez-nous. Écoutez, on verra ça avec notre témoin. Merci beaucoup en tout cas. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci.